Ok, la famille, c'est Baiser Lésé pour un nouvel épisode, l'entretien. Tout d'abord, comme d'habitude, je remercie Podspace, LBF Music et Awatch Productions. Donc aujourd'hui, on est avec un célèbre acteur, Almami, Kanouté, la famille. Je te laisse te présenter. Tu viens de citer mon prénom, donc moi, Almami Kanouté. Que dire sur moi? Activiste politique, acteur à mi-temps, scénariste à mi-temps, très engagé contre les injustices et les inégalités. J'ai grandi à Fresnes, dans le Val-de-Marne, mais aujourd'hui, je considère que voilà, je suis de partout. On va dire de tout ce qui concerne l'éducation populaire. Voilà, quartier populaire, les grandes villes où ça bouge, où les gens se battent, où les gens s'organisent. Et on va dire que je suis là où les gens font les choses avec attitude. D'accord. Donc là, tu nous as cité plusieurs points, mais je voulais commencer par un premier point. C'était sur la politique, puisqu'on on en parlait avant l'interview. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes pour qu'ils, comment dirais-je, pour qu'ils apprennent vraiment à comprendre qu'est-ce que c'est la politique? Il y a un adage qui est très connu et je l'utilise très souvent. Puisque moi-même, étant jeune, je m'intéressais pas du tout à la question politique. Et en réalité, la politique, elle est à tous les niveaux, mais dans le sport, dans la culture, dans tous les niveaux de la société, la politique a un impact. Et cet adage, c'est si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est elle qui s'occupera de toi. Et moi, très tôt, j'ai compris que va falloir s'y atteler et ne plus être, j'ai envie de dire, le souffre-douleur de ceux qui essayent de masquer les problématiques de notre société, puisqu'il y a différentes problématiques. Et souvent, on essaye de pointer du doigt toujours les mêmes, ceux qu'on prétend ne pas être en capacité de se défendre. Donc c'est pour cette raison que avec des camarades de lutte, des collègues du milieu associatif, de la politique, on a décidé de s'organiser dernièrement en créant l'Assemblée des quartiers pour une chose primordiale, c'est que si politiquement on ne s'organise pas, si politiquement on n'est pas solide, on va se faire écraser. On se fait déjà écraser à différents niveaux. Certains font preuve de résistance, certains font preuve de courage pour faire face à certaines répressions, certains actes aussi, certains faits. On le voit à travers certains médias qui n'hésitent pas à nous insulter quotidiennement ou nous mépriser. Et aujourd'hui, voilà, on se dit, on s'organise, on se fédère, on crée nos propres médias, nos propres canaux de diffusion en totale autonomie et surtout pour former la future génération. Parce que la question politique, c'est quelque chose de très technique et c'est pas une question d'être intelligent, pas intelligent. C'est une question de logique. C'est que si on t'a éduqué dans un contexte où on te fait croire que la politique c'est pas pour toi, effectivement, tu vas jamais t'intéresser à ces questions-là. Alors qu'en réalité, notre quotidien dépend de la politique en général. D'accord. Mais moi, je vais faire l'avocat du diable. C'est vrai qu'on doit plus s'impliquer, être, comme tu dis, dans la politique. Mais il y a des moments aussi, est-ce qu'on donne pas le bâton pour se faire battre aussi? Dans le sens où, certes, c'est vrai que il y a certains moments, on peut dire, il y a du racisme, ils nous aiment pas. Tu vois, il y a plein de points comme ça, mais il y a d'autres moments aussi. Est-ce qu'il n'y a pas sur certains trucs, je sais pas, je vais te donner un exemple. On n'est pas exemplaire, tu veux dire, dans l'attitude. Ouais. Après, tout dépend le contexte, tu vois. C'est le fameux bâton pour se faire battre. Souvent, c'est volontairement qu'on va te jeter des bâtons à tes pieds et te provoquer de certaines manières pour que toi, finalement, tu répondes à leurs attentes. Alors qu'en réalité,
Aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de formation. On a tellement essuyé de frustration et ainsi de suite. Ben, sur le plan émotionnel, voilà, on a tellement eu des réactions qui nous ont coûté très cher. Par exemple, je vais parler des différentes révoltes. Tu vois, la plus connue, celle de 2005. La dernière, c'est celle après la mort de Naël, paix à son âme. Mais si tu veux, on a l'impression que l'histoire se répète. Parce qu'on n'a pas retenu les leçons des précédentes situations. Certains, oui, ils se sont organisés en conséquence, mais d'autres, non. Tu vois, encore aujourd'hui, on a une minorité de jeunes qui se retrouvent à être réactionnaires. Alors qu'en réalité, on doit être dans l'action. On doit être continuellement dans l'action. Et ça demande de la préparation. Ça demande une certaine connaissance. Ça demande une certaine patience. Tu vois ce que je veux dire? Et pour pas que les futures générations se retrouvent confrontées aux problématiques auxquelles on a été confrontés, auxquelles nous sommes encore confrontés, mais qu'ils aient les éléments, les arguments, les outils pour pouvoir y faire face intelligemment. Et pas justement récupérer ce fameux bâton pour se faire battre avec. Ok, bah, c'est bien clair. Et sinon, au niveau professionnel, quelle expérience pro t'ont le plus marqué, le plus déçu? Au niveau professionnel, c'est la première formation pro que j'ai eue. C'est à l'époque, j'étais dans l'aéronautique. Donc j'ai été victime de la conseillère de désorientation quand j'ai quitté le lycée. Et elle m'a envoyé vers l'aéronautique puisque apparemment c'était un métier on nous a fait croire qu'il payait bien. Effectivement, c'est un métier qui paye bien, mais au bout d'un certain nombre d'années d'expérience. Et moi, j'ai été jusqu'au BTS. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler. Je me suis retrouvé confronté à 3 conflits. 3 formes de discrimination. Géographique, puisque j'habitais un quartier populaire. Discriminatoire, parce que j'étais renois. Et le 3e, générationnel, parce que j'étais jeune, avec des diplômes, et face à moi, une équipe d'anciens qui n'ont pas accepté qu'un jeune comme moi puisse être leur responsable. D'accord. Donc, ça m'a permis, moi, de mieux apprendre mes droits en tant que travailleur. Et ce qui m'a motivé à mieux maîtriser, on va dire, mes droits en tant que citoyen en général, et mes devoirs, ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Donc après, suite à ça, t'as tout coupé au niveau de l'aéronautique? J'ai pas tout coupé directement, mais en parallèle, j'avais créé mon association. Tu vois, j'avais 20 ans quand j'ai créé ma première association, qui avait pour objectif de créer, d'organiser des événements interculturels. Donc on a commencé dans le quartier. Et suite à ça, on a développé une certaine expérience et le social m'a parlé. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à être éducateur spécialisé de formation, et ensuite là actuellement je suis consultant et intervenant en cohésion sociale. Ah, ça fait beaucoup de choses quand même, hein. Franchement, c'est très très bien. Ouais, on va dire qu'au fil des années on s'est retrouvé à porter plusieurs casquettes. Et toutes ces casquettes, franchement, elles sont vachement utiles. Non, c'est bien, mais comment t'es passé de l'aéronautique, acteur, politique, associatif, faire quand même. On va dire que ce sont à la fois les aléas de la vie et la détermination de ma personne, quoi, tu vois. C'est que je me suis jamais laissé abattre, je me suis jamais, même après des coups bas, même après des coups de mou, je me suis dit, voilà, moi, mes parents, ils m'ont inculqué certaines valeurs. On va passer par des difficultés, rien n'est facile. Et il va falloir se battre. Donc, j'ai passé mon temps à me battre et à utiliser tous les outils, tous les armes qui étaient à ma possession, certaines que j'ai dû aller arracher, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, je suis encore debout. Et aujourd'hui, je suis beaucoup dans la transmission, tu vois, dans le partage de savoir, pour permettre, comme j'ai précisé tout à l'heure, aux futures générations de mieux appréhender les choses et de pas être forcément dans une position victimaire. Tu vois ce que je veux dire?
Exactement. C'est que on est ce qu'on est, on doit assumer ce qu'on est, ce qu'on représente, et on doit surtout pas se laisser, comment dirais-je, abattre par des énergumènes qui nous valent pas en vérité, quoi. Et bah, au niveau de... Là, je vais rebondir sur le fait de se faire victimiser, de se faire passer pour une victime. Parce que moi, quand je regarde, quand je vois plein d'émissions ou même d'interviews, on a tendance un peu à... Bon, je dis nous, c'est pas toi ou moi, mais je vais généraliser. On a tendance à un peu se victimiser, tout simplement. Quand... Ouais, il a dit négro. Même une fois, par exemple, j'ai regardé je regardais TPMP, je pense que tu connais l'émission. Et il y avait un député, la LFI, j'ai oublié comment il s'appelle, c'est un Renoir, quoi. Et je sais plus ce qu'il avait dit. Et après, il y avait un autre député du RN, il lui a dit chez toi, c'était pas content. Là, tu parles de Carlos, ouais. Voilà. Okay, ouais, je vois. Ils en ont fait tout un truc. Certes, voilà, je me suis dit, c'est pas bien ce qu'ils ont dit, mais d'un autre côté, je me suis dit, pas la peine non plus de trop se victimiser. Je sais pas si tu vois ce que non, je veux dire. Il s'est pas victimisé, mais sur le coup, effectivement, quand t'as pas pris tout de suite le sens de la phrase, et c'est après coup qu'il s'est rendu compte de la dinguerie qui a été dite. Parce que si tu remarques bien, c'est pas lui qui a commencé à crier dans l'hémicycle, tu vois, ce sont ses collègues, tu vois. Et là, pour le coup, tu vois, on a laissé des gens dangereux pour la France occuper des postes à responsabilité et se permettre de dire tout haut ce qu'ils disaient tout bas. Aujourd'hui, il y a une certaine prise de confiance. Et là où, à notre niveau, on a tort, c'est on s'est pas intéressé à la question politique. Tu vois, aujourd'hui, ils y sont massivement. Tu le vois dans leurs réactions, dans la vie de tous les jours. Et on a l'impression que nous, on n'est pas suffisamment nombreux ou qu'on ne fait rien pour contrecarrer justement toutes ces offensives. Tu vois, moi, je dis pas qu'il faut crier au loup à chaque fois. Moi, je dis souvent, tu vois, moi, ma philosophie, c'est, t'as vu, je vais pas vous demander de m'aimer, en fait. Je vais pas vous demander de m'accepter. Mais par contre, il y a une chose que je vais exiger, c'est que vous allez me respecter, en fait. Tu vois, parce que même eux, même si je trouve qu'ils sont très cons, tu vois, ce sont des énergumènes qui ont 2 QI, je pense, tu vois. Je vais les respecter. Même s'ils ont 2 QI, même s'ils sont cons, en fait. Tu vois, même si c'est des imbéciles, je vais les respecter. Mais moi, tu vas me respecter. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais agir en conséquence. Mais je vais pas agir dans le sens où ils vont m'attendre au tournant, tu vois, puisque, entre guillemets, on est des petits sauvages, on va systématiquement agir par la violence. Non. Toujours intelligemment, vous inquiétez pas. Et agir là où vous attendez pas à me voir. Mais le problème, en fait, c'est que des discours comme le tien, tu vois, qui sont très très bien, mais j'ai l'impression, en fait, les plateaux télé, ils vont éviter de, par exemple, t'inviter toi. Certains vont inviter, et je te dis la vérité, il y en a certains, je refuse. Tu vois, je préfère venir échanger avec un frère sur un média indépendant, et je l'ai toujours dit, moi je préfère venir donner de la force et passer mon temps à échanger avec des médias indépendants, comme le tien, que d'aller m'asseoir autour d'une table avec des personnes qui ont déjà prédéfini les questions, qui vont tenter de m'orienter vers quelque chose, alors que en réalité, et la dernière fois ça m'est arrivé, tu vois, il y a une journaliste, elle était vénère sur le plateau, parce qu'elle voulait que je condamne des actes d'incivilité, alors que moi je suis pas juge. Par contre, j'ai retourné la question en lui disant, mais est-ce que vous cherchez à comprendre pourquoi ils sont amenés à agir de telle façon? Personne ne se pose la question. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien ça le problème. Il est là le problème. C'est que on va inviter des personnes qui vont aller dans le sens qui les intéresse, qui ne vont pas avoir les arguments politiques et sociaux pour justement désamorcer certaines situations ou même être dans la contradiction de ce qu'ils essayent d'imposer. Parce qu'aujourd'hui, un bon nombre de Français se nourrissent de certains médias,
ce qui est certaines diffusions de paroles de haineux. Et malheureusement, bah voilà, t'as cité une chaîne tout à l'heure, elle y contribue. Tu vois, à vouloir faire croire que ouais, je donne la parole à tout le monde. Bah non, tu donnes pas la parole à tout le monde. Tu normalises un discours, une philosophie qui est dangereuse en fait. Moi, je vois plus quand je vois on va dire des gens comme nous invités dans ce genre d'émission. J'ai l'impression que c'est un traquenard en fait. C'est un traquenard. Tout le monde est contre lui. Il y a peut-être un chroniqueur, il va être de son côté, mais après, tout le reste est contre cette personne. Et en général, ce qui m'énerve, en fait, c'est que c'est des gens qui savent même pas parler, en fait. C'est pour ça que je t'ai dit, ça aurait été bien qu'une personne comme toi, elle participe à ce genre d'émission pour les contredire. Ouais, c'est vrai qu'on me le dit souvent, mais j'ai pas envie de leur offrir ce crédit, tu vois. Pour moi, ce serait une perte de temps. Effectivement, le contre-coup, ça serait d'utiliser l'audimat. Mais en vérité, moi, t'as vu, je préfère l'audimat du terrain. Tu vois, je préfère l'audimat de la proximité avec les gens. Toi, utiliser les raccourcis, bon, les réseaux sociaux, les masses médias, c'est bien, tu vois, pour diffuser, puisque des fois, tu vois, on y va et on sait déjà quel message on va diffuser sans se laisser désorienter par les journalistes qui essaient de nous manipuler, tu vois. Ok. Et tu penses que, par exemple, là, les missions qu'on fait, j'ai déjà vu plein d'émissions, plein d'interviews de toi. Est-ce que tu penses que les choses comme ça peuvent changer? Bien sûr, c'est impactant, tu vois. Moi, les dernières interviews auxquelles j'ai pu participer, je reçois des messages en MP. La personne qui fait l'émission elle-même en reçoit. Et souvent, c'est des messages positifs, tu vois. Entre avant et maintenant, il y a des choses qui ont changé? Oui, il y a des choses qui ont changé. En bien ou en mal? En bien. Souvent on pense en mal, mais on va dire que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a l'impression qu'il y a des choses qu'on découvre que maintenant. En réalité, non. Il y a des actes et des faits qui ont été banalisés. Toi, comme la notion du respect de base. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me souviens d'une époque, tu vois, un exemple concret. Quand on a grandi en quartier, tu vois, aujourd'hui, tu peux croiser des gamins avec leur chicha normal devant les parents, devant les anciens. Moi, à mon époque, ça n'existait pas, ça. Celui qui fumait, même un ancien qui fumait, il croisait une personne, il cachait sa cigarette ou il la jetait. Tu vois ce que je veux dire? Après, les valeurs, le respect, ça a changé comme... Ça a changé, malheureusement. Nos parents, ils peuvent passer devant les jeunes avec des sacs... ouais, il n'y a plus personne qui va se proposer à aider, tu vois. Et moi, je dis, ce qui a changé en mal, c'est que, par exemple, les codes des différents environnements ne sont plus respectés. Tu vois? Les codes de la rue, il y en a souvent qui sont là en train de revendiquer les codes de la rue, les codes de la rue. Mais de quel code tu parles? Tu vois ce que je veux dire? Tout a été déstructuré, en fait. Tu vois, même la culture hip-hop dans laquelle on a tous baigné, celle qui nous a éduqués en masse, bah, tu vois que la société l'a dénaturée, l'a déstructurée. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, là, on n'a plus comment dirais-je, cette jeunesse qui fait que la culture hip-hop ben a éduqué toute une génération. Aujourd'hui, en France, pour le coup, ce qui est dommage, c'est que l'industrie a disséqué la culture hip-hop. T'as les danseurs d'un côté, les rappeurs de l'autre, les DJ de l'autre, les graffeurs de l'autre. Oh, vous avez fait quoi de notre culture? Tu vois ce que je veux dire? Et heureusement qu'on a encore des défenseurs de cette culture qui n'hésitent pas à monter au créneau dès que, par exemple, des politiques essayent de dénaturer comment dirais-je, l'essence même de la culture hip-hop. Par exemple, là, on essaie d'imposer des diplômes pour les profs de danse hip-hop, alors que la culture hip-hop c'est faite par elle-même. Il y a aucune institution qui est venue nous dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, on veut imposer, c'est-à-dire que toi, par exemple, t'as enseigné la danse pendant 10 ans. Et ben, si t'as pas ce diplôme, tu peux plus enseigner. Et on t'interdit de louer des salles et ainsi de suite. J'ai dit, mais... Et ça, tu vois ce que je veux dire? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Et comme ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent et qui rassemble du monde,
Ils se sont dit, ah ben, on va commencer à imposer certaines choses, certaines directives, avoir une emprise dessus, tu vois ce que je veux dire? Franchement, là, je savais pas, là, tu m'as appris quelque chose. Mais je comprends Mais, pas. mais je t'enverrai des liens, tu vois, il y a même une pétition qui a été mise en ligne, et moi je l'ai signée, tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est ma culture en fait. Et tu touches pas à ma culture. Toi, occupe-toi à faire tes magouilles, à faire tes corruptions, mais viens pas foutre le bordel dans ma culture. On a grandi avec ça, hein, le Ah, rap, bien la sûr. danse. Ah oui. On a grandi avec ça. Et bon, on va forcément changer de sujet parce que si on parle que de politique, on peut rester ici C'est pendant clair. 2 heures. On peut refaire le monde. On va passer maintenant côté film, acteur. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui... Tout le monde veut faire des films, tout le monde fait des mini-séries. Mais en fait, c'est... Moi, je sais parce que j'ai un peu, entre guillemets, baigné dedans. Mhm. Je sais que c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Parce que les gens croient que en passant, par exemple, figurant là-bas ou avoir un contact, ils vont forcément percer. Alors que c'est plus compliqué que ça, en fait. Mhm. Et je voulais, à travers cette émission, si tu pouvais leur expliquer que, en fait, il faut persévérer. Je sais pas comment. Oui. Il faut être déterminé et être clair dans ses objectifs. Tu vois, souvent, quand je croise des jeunes qui m'interpellent dans les transports en commun, là, en tout cas, le conseil que je leur transmets le plus souvent, c'est effectivement, ils me demandent, ouais, comment on fait pour devenir acteur, comment on fait pour faire du cinéma. Et ma première question, c'est, vous êtes encore à l'école? Il y en a certains, ils vont me dire non. Et toi, je vais leur demander pourquoi. Ok, t'as des difficultés ou autres. Mais est-ce que tu t'intéresses? Tu veux faire du cinéma? Tu t'intéresses au cinéma? Tu regardes les films? Mais quand je parle des films, c'est pas que les Marvel, par exemple, tu vois. C'est tout type de film. Est-ce que tu t'intéresses à la lecture? Au théâtre? Et ainsi de suite. Par exemple, pour moi, le théâtre, c'est la meilleure école pour faire de l'acting. Tu vois? Il y en a certains, ils vont prendre des cours privés. D'autres, ils vont rentrer dans des écoles pour apprendre, voilà, le métier de l'acteur, pour devenir scénariste, pour devenir réalisateur, et ainsi de suite. Mais et c'est ce que je fais à travers aussi mon activité d'intervenant et de consultant dans le social. Je fais beaucoup d'immersion professionnelle. J'emmène des jeunes avec moi sur des tournages pour qu'ils découvrent les décors et les différents corps de métier que tu peux retrouver derrière la caméra. Et là, ils peuvent se faire une idée. Tu vois, et je sais qu'il y a un bon nombre de jeunes que j'ai réussi à influencer justement dans le milieu du cinéma, puisque ils savaient pas trop quoi faire après les études, et puis là ils trouvaient une voie naturellement. Je me suis dit, bah voilà, je te mets en lien avec tel groupe, telle association qui te permettront de t'épanouir dans quelque chose que tu viens de découvrir. Et quand tu les emmenais après ça, ça les démotivait ou ça les motivait? Ah non, c'est les motiver. C'est les motiver motiver. fou, mais de fou. De fou, tu vois, le fait de se rendre compte que tu peux être, pour l'acting par exemple, tu peux être dans la peau de n'importe quel type de personnage. Tu vois ce que je veux dire? Et moi je dis souvent, quand tu as grandi dans un quartier populaire, naturellement, on a une palette, j'ai envie de dire, une palette incroyable de personnages. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, ben, quand on te demande d'interpréter tel ou tel personnage, ben, tu as cette aisance et cette facilité. Moi, par exemple, j'étais un gros timide. Tu vois, c'est parce que j'ai su convertir mes frustrations, ma colère intérieure, qui m'a poussé naturellement à commencer à verbaliser, tu vois, ce que je gardais à l'intérieur. Tu vois, et ça, c'est dans mes divers engagements associatifs et ensuite politiques. C'est-à-dire, moi, j'avais envie d'arracher des têtes, j'avais envie d'attraper des cols blancs par leur cravate et les traîner au sol. Mais au final, je me dis, est-ce que c'est la bonne solution? Puisque certains sont passés par là, ils ont fini en prison ou avec des amendes. Et je me dis, venez, on fait ce qu'on a vraiment pas pris au sérieux. C'est-à-dire faire les choses.
Toi, pour la question du cinéma, bah, on se dit, ouais, souvent, on est cantonné au même rôle, et ainsi de suite, c'est toujours des caricatures. Bah, commençons à écrire. Commençons à produire. Tout simplement. Commençons à investir dans du matériel. Créons des studios. Tu vois ce que je veux dire? Distribuons. Et tu vois, t'as pas mal d'acteurs, de personnes très actives qui, aujourd'hui, ont lancé des initiatives, justement pour fédérer toutes les personnes issues ou non du même milieu ou non, mais ces personnes qui ont la même ambition de faire évoluer le cinéma vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? Il faut plus qu'on soit dans l'attente, en vérité. Pourquoi attendre? On sait que certaines personnes, certains groupes, ont l'habitude de travailler avec les mêmes personnes ou avec les mêmes groupes. Si ils sont pas intéressés de travailler avec les groupes qu'on représente, c'est pas grave. Tu vois, on laisse le temps au temps. Et comme tu l'as si bien précisé, on a de plus en plus de projets qui voient le jour, même si certains se ressemblent, c'est pas grave. Mais ça permet de faire rentrer un maximum de nouveaux visages, de nouveaux noms, de nouveaux projets, et les gens vont apprendre de leurs erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas qu'on juge dès le premier projet, ouais, parce qu'on est dur quand même entre nous, tu vois, quand il y a des projets qui sont pas vraiment réussis et autres. Mais laissons le temps au temps. Tu vois, avant nous, il y en a certains qui ont galéré, aujourd'hui ils sont en place. Là, on commence à être en place. Et tu vois, sans demander, en fait. Tu vois, c'est comme moi, dans ma logique, dans la politique, j'ai demandé l'autorisation à personne pour m'engager politiquement, pour créer des listes, et ainsi de suite, créer des dynamiques. J'ai demandé l'autorisation à personne. J'ai décidé de faire. Et on doit faire. Exactement. Mais aussi, il faut pas être pressé aussi. Je parle dans le niveau de l'acting. Hein. Il faut pas être pressé dans quel sens? Par exemple, moi, je sais que pendant un moment, je me disais, ah ouais, faut que je me lance. Et après, on pouvait m'appeler pour des rôles. Faudra que tu embrasses cette personne. Ou... En fait, non, je peux pas. Je suis marié, je peux pas. Ou ouais, tu vas faire le rôle du vendeur de drogue ou du braqueur. Et comme on parlait tout à l'heure dans la voiture, pourquoi tout le temps des rôles comme ça, en fait? Du braqueur, du vendeur de drogue, du mec qui tue. Pourquoi on fait pas le rôle d'avocat, de procureur, n'importe quoi? Mais pourquoi tout le temps des rôles qui reflètent nous et notre quartier et notre environnement, en fait? C'est comme dans la musique, tu vois. T'as une industrie au-dessus qui vont t'orienter, qui vont valider oui ou non un projet. Et comme je te dis, tu vois, on laisse le temps au temps. Demain, quand on aura un peu plus de producteurs, de distributeurs, de financeurs issus de nos milieux, qui ont justement cette logique à sortir je veux pas dire des caricatures, mais de ce qu'on a souvent l'habitude de nous montrer de nous, ça évoluera. Et ça commence à évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a des projets en écriture. Moi, j'ai toujours dit, par exemple, on n'a jamais eu de projet où le héros, tu vois, sans rentrer dans des caricatures issues des quartiers populaires. À chaque fois, on nous présente des héros, soit c'est des policiers. Si c'est un mec des quartiers populaires, ça va être soit un policier, soit c'est un projet comique, tu vois, pour faire rire. On n'a jamais eu un polar ou un film dramatique où le protagoniste est issu des quartiers populaires et a le bon rôle. Et ça arrive, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelques projets de science-fiction et ainsi de suite. Mais, tu vois, moi, je fais confiance. Je sais qu'il y a des beaux projets qui vont arriver. Et ça va faire mal. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Je vais terminer sur cette dernière question. Le fameux film Les Misérables, qu'on a tous regardé, qu'on a tous soutenu, qu'on est tous allés voir au cinéma. Il t'a fait... C'est dû à ce film-là que les gens ont appris à te connaître ou ils te connaissaient avant? Non, on me connaissait déjà avant. On me connaissait déjà avant pour mon activisme, tu vois, politique contre les injustices et les inégalités. Mais le plus avec Les Misérables, c'est que de nombreuses personnes m'ont connu à travers ce film-là et ont découvert par la suite ce que je faisais déjà avant le cinéma. Et même pendant le cinéma, puisque je continue toujours à être actif. Et c'est surtout d'être sur un film
qui traite de nombreux sujets sur lesquels j'étais déjà positionné moi politiquement. D'accord. Tu vois, on va dire, elle est là la magie. Tu vois ce que je veux dire, c'est que dans la vie, au quotidien, je suis quelqu'un de très engagé, et là, j'interprète un personnage qui est pour la justice, qui est pour l'égalité, qui est pour la vérité, et qui laissera personne faire du mal aux habitants sous prétexte que je dois protéger mes collègues ou ainsi de suite, tu vois. C'est que si un gars du quartier se comporte mal, bah je vais le reprendre, même si dans mon personnage j'ai fait des conneries à l'époque, mais aujourd'hui je représente un personnage qui s'est rangé et qui a toute la légitimité de dire bah toi je te valide pas et toi je te valide parce que je te fais confiance, mais parce que je suis dans une quête de justice. Tu vois, je suis pour l'équilibre. Si t'as déconné, bah il faut assumer. Si t'as pas déconné, bah par contre moi je me battrai jusqu'au bout pour que vérité soit rétablie. D'accord. Et au niveau de la connexion avec la Djily, vous connaissez déjà avant ou comment ça s'est fait? On se connaissait déjà avant. Après, ben tu connais, on est d'origine malienne, hein, Mali Connection. Mais ouais, on se connaissait déjà avant, tu sais, par rapport au travail qu'il faisait déjà avec son collectif Courtrage B. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que ben on se ressemble. Tu vois, on n'a jamais lâché l'affaire, on a toujours été déterminés. Et après, par la suite, bon ben, vu qu'il est originaire de Montfermeil, il a vécu à Clichy. Et 2005, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, plutôt que de rester derrière ma télé, moi je me suis rendu sur Clichy, Montfermeil, pour aller prêter main forte à ceux qui essaient d'apaiser les tensions, tu vois, et trouver les meilleures solutions pour sortir de la crise et faire le taf sur le terrain. Ok. Et donc ce film-là, d'après les échos, j'avais entendu que ça partait d'une vraie histoire. Ouais. C'est-à-dire le lion et tout, là, Ouais. c'est une tout vraie ça, c'est histoire. inspiré de faits réels. Les Gitans, ils sont venus, ils ont dit on veut récupérer d'autres. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. C'est en quelle année ça, à peu près? Bah, ça s'étend sur plusieurs années, hein, tu vois, des années 90, 2000, tu vois. C'est, Les gens, ils se promenaient avec un lion. Incroyable. tu vois, c'est La scène qui m'a choqué. voilà, tu vois, là, il a mis plus de 10 ans, tu vois, à se mettre le film dans la tête et jusqu'à son aboutissement, tu vois. Mais c'est plusieurs faits réels, que du vécu, qu'il a concentré dans le film. Ok, en tout cas, big dédicace à la Djily, c'est un très bon film. Franchement, moi, j'ai très bien aimé. Et d'après les échos aussi, j'avais entendu, il y avait peut-être un Misérable 2. Ben, dans la continuité, c'était bâtiment 5. Et troisième opus, c'est parce que Les Misérables, en lien avec Les Misérables de Victor Hugo, tu vois, il a eu 3 tomes. Donc il part aussi sur 3 volets en lien avec l'environnement de Clichy-Montfermeil. Ok, d'accord. Bah, merci pour l'info. Bah, c'est la fin de l'émission. Yes. Big dédicace à Watch Production, LBF Music, Podspace, on n'oublie pas. Et on remercie Almami Kanouté, le Merci grand frère. Merci à vous. Merci d'avoir fait l'effort d'être venu. Force à vous. À la prochaine. Merci, yes.